Pour mon peuple, j'étais une reine de cœur. Pour mes ennemis, j'étais une belliciste. Et pourtant, je ne voulais rien avoir à faire avec la politique. Comme épouse du roi, je ne souhaitais qu'être une bonne reine pour mon pays et une bonne mère pour mes enfants. Et soudain vint la guerre, qui détruisit l'ensemble de mes rêves. C'est là que j'ai dû affronter le plus puissant des hommes qu'il m'ait été donné de rencontrer. Il faisait très chaud cet été-là. J'aimais ces paysages. Mais la route conduisant à travers la Prusse orientale était longue. À l'époque, tout était en jeu. Notre royaume, notre union et tout notre avenir. Je devais trouver le courage de me rendre à une rencontre où l'avenir de la Prusse allait se jouer. Mon époux et ses ministres ne savaient plus que faire lorsqu'ils m'ont envoyé voir l'homme pour lequel j'éprouvais le plus grand mépris. Napoléon Bonaparte. Il avait vaincu notre royaume de Prusse. Si les Prussiens croient sincèrement que leur reine pourra me faire changer d'avis, alors ils se trompent. Ils ont mené une guerre contre moi et l'ont perdue. À eux d'en payer le prix maintenant. Ils sont nombreux à tomber sous son charme. Oui, oui, nous verrons bien si elle est aussi charmante qu'on l'affirme. Pour moi, c'était un voyage vers l'enfer. Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas beaucoup flatté, sire. Madame a beau avoir un joli minois, j'espère qu'elle aura gardé sa raison. C'est elle qui a monté le roi de Prusse contre moi. Et en plus, ce pleutre s'est laissé convaincre. Il va bientôt voir où ça le mène d'accepter sans même protester que des femmes se mêlent de politique. Mais pour certains, cela lui confère encore davantage de charme, sire. Ce n'est pas cette petite va-t-en-guerre qui me fera perdre la tête. La Prusse mérite un traité de paix sévère et elle l'obtiendra. Mais une petite conversation avec elle ne fera pas de mal. Je ne céderai pas une conquête aussi importante que la Prusse, même si la reine Louise a effectivement de jolis yeux, mon cher Murat. Dieu me vienne en aide. Gardez votre calme, Majesté. Napoléon a un faible pour les jolies femmes. Pas pour moi. Vous savez ce qu'il a fait répandre sur mon compte. Louise. Tous nos espoirs reposent sur vous. Vous seul pouvez encore sauver la Prusse à l'heure qu'il est. Vous devrez oublier l'humiliation que Napoléon vous a infligée à vous et à votre mari. Ne parlez sous aucun prétexte de politique. Montrez-vous bonne épouse et bonne mère. Le tsar Alexandre était notre allié. Mais il avait beau jeu de parler. Ce n'était pas la Russie qui était menacée. Et mon époux, le roi de Prusse, était désarmé. Je vais devoir boire le calice jusqu'à la lie. Croyez-moi, madame, Napoléon va se montrer admiratif. Et il finira par capituler. Que dois-je lui montrer? S'il faut en arriver là. Étais-je vraiment faite pour devenir reine? Ma sœur Frédérique et moi, nous étions deux petites princesses du Mecklembourg. J'aurais pu le rester toute ma vie. Notre mère était morte prématurément. Voilà pourquoi nous avons grandi chez notre grand-mère à Darmstadt. Nous l'appelions Maboucha. Elle n'était pas très à cheval sur l'étiquette. Et pour être honnête, nous préférions les pitreries aux études.
J'en serais ravi, cher ami. Plus grande, notre père nous a présentés aux gens de la bonne société. Nous assistions souvent aux bals donnés dans la ville de Francfort. Il n'y avait rien de plus excitant pour nous. Cela grouillait de jeunes officiers qui racontaient leurs exploits héroïques et qui cherchaient à séduire les jolies femmes. La salle fourmillait aussi de gens de la noblesse qui avaient fui la Révolution française. Cela m'importait peu. Je voulais danser. Vos filles sont vraiment ravissantes, monsieur le duc. Elles sont absolument délicieuses, de vrais anges. Ouais. Des trésors à bien protéger. Il nous faut être très prudents. Et il nous faut bien y réfléchir à 2 fois ces temps-ci avant de déterminer qui sera un bon parti. Je ne donnerai jamais une de mes filles à un Français, soyez-en certains. Je préférerais les confier à un aristocrate prussien. Veuillez m'excuser, mon cher ami, mais la délégation prussienne vient d'arriver. Nous n'étions certes pas très riches, mais mon père avait de bonnes relations. Maintenant, Frédéric et moi devions faire connaissance des princes de Prusse. Louis et son frère aîné, le prince héritier Frédéric Guillaume. Vous permettez? Oui, j'aime beaucoup danser. Vous aussi? Oui. J'avais à peine 17 ans. Frédéric Guillaume en avait 22. J'avais entendu dire qu'il était un peu timide et aussi un peu rigide. Il me plaisait d'une certaine façon, même s'il parlait peu et qu'il avait quelques difficultés à danser. C'est merveilleux. L'air est plus pur à la campagne. Mais quand il parlait, il était sincère. J'adore l'équitation. Je le sentais. Quelque temps après, il demandait ma main. Et ma sœur trouva elle aussi son futur mari en la personne du prince Louis. Tout était prêt pour un double mariage à Berlin. Nous étions impatientes de voir cette ville, ses châteaux, et curieuses de rencontrer les gens. Déjà en route, nous nous demandions quel accueil nous serait réservé. Merci. Et alors, il y eut cette jubilation, cette liesse. Bienvenue à vous, princesse! Nos princesses. Il y a tant de monde, Frédéric, et ils sont venus pour nous. J'ignorais que les Prussiens pouvaient se montrer aussi joyeux. Un peu de retenue, mesdames. Elle, c'était désormais Madame de Compagnie, la comtesse Foss. Elle était déjà de longue date au service de la cour de Prusse et devait veiller sur moi. Merci. Regarde, c'est la porte de Brandebourg. Tous ces gens étaient impatients de nous voir, comme s'ils n'avaient encore jamais vu de princesse auparavant. Plus tard, j'ai compris que les souverains de Prusse préféraient cacher leurs épouses plutôt que de les montrer en public. Cela allait changer désormais. Au nom de la population berlinoise, nous vous prions, Votre Altesse Royale, de bien vouloir accepter de recevoir ces quelques verres. Je te remercie. Je vous en prie, Majesté. Quoi? Tenez-vous-en à l'étiquette. Que recommande l'étiquette? Vous devez garder vos distances. Pourquoi? Le jour de Noël de l'année 1793, Frédéric Guillaume et moi nous mariâmes au château de Berlin. 2 jours plus tard, ce fut le tour de Frédéric et du prince Louis. Nous vivions des semaines enivrantes. Un bal chassait l'autre,
Et partout où nous allions, nous étions admirés. Là, par exemple, écoute donc un peu ça. La mariée était absolument resplendissante et semblait auréolée de bonheur, de joie et de grâce. Pourquoi semblait? Pendant que Sa Majesté saluait en inclinant légèrement la tête, nous pûmes apercevoir son magnifique regard plein de compréhension qui illuminait l'assistance avec bienveillance et admirait son beau sourire. Son beau sourire. Est-ce qu'on parle de ma robe? Un instant. Elle regardait en direction de son fiancé, son regard à lui seul évoquant l'amour qu'elle éprouve déjà. Range ça, tu veux, c'est saugrenu. Et là, il est écrit qu'il s'est rendu si vite au pied de l'autel que tu avais énormément de mal à le suivre. Frédéric! Et là, il est noté que le chapelain royal nous a gratifiés d'un discours des plus solennels. Tu as été choisi par la Providence pour assurer le bonheur du prince héritier. C'est comme ça que les chapelains s'expriment. Il est attendu de vous par la cour et par la mère patrie que vous en soyez l'emblème rayonnant. Voyez-vous ça? Est-ce qu'il parlait sérieusement de toi? Devenir l'emblème de la cour, de la mère patrie. Si j'avais su à l'époque ce que cela signifiait. Vous devez lui dire que c'était très pénible. Soyez indulgente avec elle. Que je sois indulgente, mais elle sera reine de Prusse un jour. Votre mère attend de vous que vous lui interdisiez de se comporter ainsi. Elle n'a fait que danser une valse. Tout le monde a aperçu sa cheville, et elle a aussi l'habitude de toucher les gens, c'est inconvenant à la cour. J'ai vu votre mère quitter la pièce en frissonnant d'horreur. Entrez. Je suis ravi de vous voir, mesdames. Comtesse Voss. Ah, le journal de la mode. Venez, asseyez-vous près de nous, comtesse. Toi aussi, Frédéric. Choisis un modèle, cherche quelque chose qui te plaît. Mon Frédéric Guillaume. C'est pendant la nuit de noces que je lui ai proposé le tutoiement. Il me l'a accordé. Mais il lui était difficile de s'ouvrir aux autres. Moi, je m'y entends mieux pour choisir les uniformes. Regarde ce modèle. Ça, c'est le style grec. Je suis convaincue que ça nous irait. C'est la dernière mode à Paris. Vous ne devriez pas porter de vêtements à la mode ces temps-ci. Encore moins quand ils proviennent de ce pays où la morale est bafouée. Vous parlez de la France? Ce ne sont que des vêtements, comtesse. J'aimais mon époux, et il m'aimait, même s'il était différent de moi. Puis le quotidien s'est installé à la cour. Parfois, tout était monotone et silencieux à en mourir. J'étais aimée du peuple, mais je me sentais souvent seule dans le dédale du palais. Je comptais les jours qui me séparaient du prochain bal, de la prochaine fête. Je ne voulais pas connaître le sort des autres épouses des rois de Prusse. Frédéric le Grand préférait la compagnie de son cercle d'amis masculins plutôt que de s'occuper de son épouse. Je voulais vivre et être heureuse avec mon mari et avec les gens d'ici. Chaque nouveauté me rendait heureuse. Nous voilà déjà. Déjà? Tu as oublié les audiences? Je n'ai pas le temps. J'ai mis ce que vous m'aviez demandé, mon cher Shadow. Je regrette de vous avoir fait attendre. Vous êtes absolument magnifique, princesse. On vous admire. De nombreuses dames portent aussi un ruban autour de la tête comme vous. C'est vous qui faites la mode ici. Ce n'est qu'un bout de tissu qui souligne mon visage.
Vous devriez vous mettre au travail. Le sculpteur qui a également créé le quadrige de la porte de Brandebourg voulait nous immortaliser dans le marbre, ma sœur et moi, en tant que princesse. Tu n'es pas obligé de nous surveiller. Shadow termina son œuvre en 1797. Peu après, Frédéric Guillaume fut couronné roi de Prusse et moi, je devins reine. Pour moi, cela ne faisait aucune différence. Mais pour lui... Impossible, Shadow. Je veux bien qu'une Vénus prussienne puisse leur ressembler. Mais tu seras bientôt reine. Mais tous ceux qui ont pu voir cette œuvre jusqu'à présent l'ont trouvée magnifique. Ils l'aiment beaucoup. Je sais que vous l'avez réussi. Mais ça me dérange de voir mon épouse exposée ainsi en public. Permettez-moi de trouver un endroit qui convienne mieux à Sa Majesté. Je vais trouver un lieu qui puisse convenir davantage aux souhaits exprimés par Sa Majesté. Oui, réfléchissez-y, Shadow. Mais pour l'instant, cette œuvre restera invisible. Jusqu'à nouvel ordre. Il se montrait parfois très dur. De quoi avait-il donc peur? Louise? Merci, c'est magnifique. Nous passions tous nos étés dans notre petit domaine de Paretz. Je vous en ai déjà parlé, cher ami. C'est un jeune homme de bonne famille. Tout était différent là-bas. Oui, je le sais. Pas d'étiquette, pas de politique, aucun devoir. Même Frédéric Guillaume y était différent. Il s'occupait des enfants avec beaucoup d'attention. Nous avions 3 garçons et 2 filles après 10 ans de mariage. Ils étaient tout pour nous. Pour la fête des moissons, nous vivions dans la joie et la bonne humeur, et tous étaient les bienvenus. Les nobles, les bourgeois, les artisans et les paysans. Nous étions comme des enfants dans notre petit royaume. Et nous n'avions aucune idée de ce qui allait nous arriver par la suite. Napoléon s'était mis en route. Il voulait régner sur toute l'Europe. La Prusse désirait rester neutre, mais le pouvait-elle encore? Je me faisais parfois du souci pour l'avenir. J'aimerais rester plus longtemps à Paretz. Comme tu voudras. Mais je dois partir pour Berlin. Très bien, vous expliquerez cela à nos enfants, Majesté. Tu devais me dire tout ce que tu avais sur le cœur. Tu l'avais promis, Frédéric. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. C'est à cause de Napoléon. Il se prépare à être couronné empereur. Quelle insolence. Ce n'est qu'un parvenu. Ça lui ressemble. Mais heureusement, la Prusse n'est pas la France. Tous l'admirent. Partout où il passe, les gens applaudissent à tout rompre. Ici aussi, on sympathise déjà avec lui. Tout va être bouleversé. Le peuple de Prusse nous aime.
Ici, personne ne veut faire la révolution, Frédéric. Berlin n'est pas Paris. Et en ce qui concerne Napoléon, n'écoute que les bons conseillers. Et décide ensuite. N'oublie pas que tu es le roi. Oui, mais décider de quoi? Chacun me donne un avis différent. Il n'aspirait qu'à la paix. La paix pour la Prusse. Pour nous. Et pour lui-même. Mais il ne pouvait y avoir de paix. Napoléon se servait et faisait comme bon lui semblait. Là où il avait vaincu les autres puissances, il créait de nouveaux États pour ensuite les inclure dans son empire. Il voulait aussi ranger la Prusse à ses côtés. Si nous voulions conserver notre indépendance, il nous fallait du soutien, l'aide d'un allié qui nous tenait en haute estime. Pour moi, il n'y avait qu'une personne capable d'être à nos côtés si les choses empiraient. Frédéric Guillaume ne voulait pas qu'il vienne, mais moi je le voulais. C'était un homme remarquable. Enfin, nous allions nous revoir. Nous avions beaucoup correspondu. Alexandre Pavlovitch Romanov. Le tsar de toutes les Russies. Depuis quand ne nous sommes-nous pas revus? Le souvenir de notre première rencontre me hante encore. J'ai relu plusieurs fois vos si merveilleuses lettres. Moi aussi, j'ai souvent pensé à vous, Louise. Oui. Compliment, Majesté. Je vous remercie. Tout ce que vous faites est charmant et très spontané. Avez-vous remarqué combien les Prussiens vous admiraient? Ils sont venus nombreux pour vous voir. Mais pas uniquement pour moi. Mais permettez d'abord que je vous batte. Ce sera avec grand plaisir. Je suis content que vous soyez là, mon ami. Aidez-moi parce que la reine veut absolument ma perte. Je ne voudrais pas vous décevoir. Majesté, laissez-moi aller directement à l'essentiel. Nous sommes amis, et nous devrions, si les choses s'envenimaient, nous battre côte à côte. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, signez un pacte avec la Russie contre la France. Votre proposition, Manor. Jusqu'à présent, la neutralité de la Prusse a fait ses preuves. Nous devons répliquer à Napoléon sans perdre une minute. Je ne veux ni ne peux provoquer Bonaparte. Ensemble, nous pouvons l'arrêter. Il ne faut plus attendre. Le temps travaille pour lui, il faut agir. La Prusse n'est pas prête à faire la guerre. Tôt ou tard, c'est lui qui vous fera la guerre. Rangez-vous à nos côtés et combattons avec les Autrichiens. Unissons-nous et ce parvenu sera vaincu. Il m'a été très difficile de ne pas m'en mêler. Frédéric Guillaume ne comprenait-il donc pas que le moment opportun était venu? Cependant, mon époux se déclara prêt à lancer un ultimatum à Napoléon et à jouer les intermédiaires entre les belligérants. Si son plan devait échouer, les Prussiens se rangeraient aux côtés des Russes. Mais Napoléon l'a encore pris de vitesse. Avant que nous ne puissions entreprendre quoi que ce soit, il y eut une terrible bataille en décembre 1805, près d'Austerlitz. Les Russes et les Autrichiens y ont été battus. C'était comme une malédiction. Frédéric Guillaume se trouva contraint de trouver un accord avec les Français.
Mais les humiliations ne cessèrent pas. De nombreux Prussiens en avaient assez depuis longtemps. Ils occupent nos villes. Ils ne respectent aucun accord et ils traversent notre royaume comme bon leur semble. Frédéric, tu dois t'opposer à lui sans attendre. Je vais négocier. Plus tu abandonnes du terrain et plus Napoléon se moquera de nous. Il prend ce qu'il veut et il agit selon son bon plaisir. Les Russes et les Autrichiens ont été battus. Tu sais ce que ça implique. Nous n'avons pas les moyens de nous opposer à cet homme sans que le pire ne se produise. Que le pire se produise? C'est ce qui nous attend depuis longtemps. Louise, je suis pieds et poings liés. Frédéric, tu manques de confiance en toi. Tu as oublié, œil pour œil, dent pour dent, c'est la seule chose efficace. Il ne s'écoula que peu de temps avant que Frédéric Guillaume, ne trouvant aucune autre solution, ne décrète la mobilisation générale. Des militaires de haut rang et des ministres prussiens l'exhortèrent à négocier. On me fit l'honneur de me confier à un régiment de dragons. J'étais fière de porter l'uniforme. Avez-vous vu à quel point nos soldats se sont rangés fidèlement derrière le roi et la reine? Et comme ils sont enthousiastes de partir à la guerre pour défendre le royaume de Prusse, et comme ils sont beaux tous dans leurs uniformes. Je n'en doute pas. Nous devons repousser Napoléon et toute son armée sur l'autre rive du Rhin. Sinon, cette horreur n'aura pas de fin. Certes. Mais qu'avez-vous, comtesse? Vous ne vous réjouissez pas? Bien sûr que si. Mais êtes-vous certaine de vouloir accompagner l'armée au front? Pas en première ligne, je vous rassure. Êtes-vous déjà allé sur un champ de bataille? Que Dieu m'en garde. Mais j'ai vu de nombreuses femmes pleurer leurs époux et leurs enfants morts au combat. J'espère que notre armée sera assez forte pour repousser enfin Napoléon. Vous croyez que je n'ai pas d'inquiétude? Elles sont trop petites. C'est bien Napoléon qui nous a forcés à entrer en guerre. Nous n'avons pas le choix. Parfois, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Ça se passera bien. Tout laisse penser que ce sont finalement les Prussiens qui veulent se battre contre nous. Rien que d'y songer, je trouve cela ridicule. Sire, nous savons que la reine de Prusse a souhaité elle-même s'occuper de son nouveau régiment. Madame la reine ferait bien mieux de s'occuper de sa progéniture. Non. Mon royaume était au centre de mes préoccupations, tout comme ses fils qui se battaient contre Napoléon. J'ignorais quel danger planait au-dessus de ma tête. Bravo, Majesté, quel courage! Nous sommes fiers de nous battre pour vous! Bravo, Majesté! Bravo, Majesté! Montez en ligne! Mais que faites-vous là, Majesté? Je veux rejoindre le roi! Faites demi-tour, l'ennemi est en vue! Emmenez-moi auprès du roi! C'est impossible, l'ennemi est déjà là! Les Français sont partout! Il est trop tard pour faire demi-tour! Il ne vous reste qu'une route! Dieu vous protège! Allez de ce côté! Ah! Je n'appris que quelques jours plus tard ce qui s'était passé sur les champs de bataille d'Iéna et d'Auerstedt. Des deux côtés, près de 35 000 hommes tombèrent ou furent blessés. Murat, notre prochain objectif sera Berlin. Notre armée, si glorieuse par le passé, a été décimée en octobre 1806. Je ne devais en aucun cas tomber aux mains des Français. Vite, il faut nous dépêcher. Mais combien de temps me restait-il? Viens m'aider. Il faut 2 malles pour tout mettre. N'oubliez pas le linge. J'emporte aussi ce tableau. Bien, Majesté. Je m'en occupe tout de suite. Venez m'aider. N'oubliez pas les rideaux.
C'est trop lourd, il faut le laisser là. Et les rideaux? Je n'ai plus de place. Faites vite, ils arrivent! Le porteur avec moi. Portez-les à la calèche. Emportez aussi ceci. Majesté, il faut partir, je vous en prie. Savez-vous où est le roi? Personne ne le sait, il a disparu. Nul n'a de nouvelles de Sa Majesté. Le roi ne serait-il pas avec son armée? Son armée... Mais elle n'existe plus désormais. Notre médecin Oufeland était maintenant le seul en qui je pouvais avoir confiance. Majesté, il nous faut vite partir, le temps presse. Mais mes enfants, où sont mes enfants? Ils sont déjà quasiment à l'abri maintenant. Vous allez m'accompagner, je ne peux pas faire ça seule, Oufeland. Je comprends, bien sûr. Mais je vous en prie, hâtez-vous. J'ai fui Berlin, juste à temps. Et Napoléon se promenait dans nos châteaux et savourait sa victoire. Frédéric le Grand. Il n'a jamais écouté l'avis d'aucune femme. Si ce monarque était encore en vie, nous ne serions pas là. Frédéric Guillaume est en fin de compte un être honnête, juste et droit. J'aurais pu trouver un arrangement avec lui. Oui, mais il a mobilisé ses troupes. Ah. Je suis certain que c'est elle qui l'a convaincu. D'ailleurs, c'est aussi elle qui a monté le tsar contre moi. Mais au lieu de l'accuser, nous devrions plutôt la plaindre. Madame a probablement des remords maintenant. Voilà de la soie française. Parfumée au musc. Tiens donc, voyez-vous ça? À qui peut bien écrire notre reine de Prusse? Mon cher Murat, je crois que la souveraine mérite d'être couverte de honte. Et maintenant, vous donnerez ceci aux journaux afin qu'ils puissent le publier. Comment un tel homme peut-il être aussi ignoble? J'ai fui durant des semaines. Malgré ça, j'ai appris les mensonges que ce monstre racontait sur moi. Chaque homme est persuadé que c'est la faute de la reine si aujourd'hui le peuple de Prusse doit endurer ses souffrances. Et partout on dira qu'elle était douce et si bonne il y a encore seulement 1 an, mais qu'elle a beaucoup changé depuis ses retrouvailles avec le tsar Alexandre. Dans les appartements de la reine se trouvaient aussi des portraits de l'empereur Alexandre de Russie. Il serait aussi question de documents, mais ils prouvent combien les princes peuvent être malheureux, lesquels laissent les femmes influencer les décisions d'ordre politique. Les notes, les rapports et les documents administratifs. Cachés sous des rubans et sous de fines dentelles, ainsi que sous d'autres vêtements et lingeries de la reine Louise. Point. Il nous a tout pris. Le royaume, les gens et mon honneur. Je n'avais nul autre désir que partir. Partir loin. Par Stettin, Kustrin, Königsberg et l'isthme de Courlande, j'atteignis finalement Memel, situé tout au nord de la Prusse. Là, je retrouvais enfin ma famille. Je reprenais mes forces, même si la guerre se poursuivait. Mais le tsar était désormais à nos côtés. Je sais combien vous avez souffert.
Mais je suis absolument certain que nous pouvons gagner. Je le dis même si cela ne devait servir qu'à vous consoler, Louise. Napoléon propose un cessez-le-feu. Et sous quelles conditions? Des exigences que nous ne pouvons pas satisfaire. Mais la guerre serait finie. Vous renoncez maintenant? Ayez confiance. Ensemble, nous pouvons battre Bonaparte. Sommes-nous assez forts? Oui. Et je vous assure que c'est vrai. Aucun de nous ne tombera seul face à l'ennemi. Ou nous tomberons ensemble, ou ensemble nous vaincrons. Bon. J'ai entière confiance en notre union. C'est là qu'elle est arrivée, cette funeste bataille près de Friedland. De notre côté, nous avons perdu 20 000 hommes. À peine la moitié du côté français. Pourquoi Napoléon devait-il encore en sortir vainqueur? J'ai mal. On les met où? De ce côté. Seigneur. Je n'ai jamais voulu ça. Et j'avais malheureusement raison. Nous n'avions pas le choix. Peut-être que non. Mais on en paie le prix. Qui mettra fin à cette monstruosité? Personne. Où est passé Alexandre? Où est le tsar? Napoléon négocie avec lui. Seul. Non. Il nous l'avait promis. Ensemble, nous devions vaincre. Il dit qu'il est hors de question pour lui de poser des conditions. Ce qui arrivait maintenant était comme un mauvais rêve. Frédéric Guillaume assistait impuissant aux négociations qui allaient décider de notre sort. C'était un spectacle navrant. Napoléon faisait des politesses à Alexandre et le brossait dans le sens du poil. Assez de guerre. Laissez-nous en paix, nos alliés et nous. Le monde doit se reposer de temps en temps. Je suis votre serviteur, et vous le mien. Et qu'advient-il de la Prusse? La Prusse paiera très cher son péché d'orgueil. Elle s'est toujours servie généreusement quand elle remportait une bataille ou prenait le pouvoir. Et maintenant, elle aura ce qu'elle mérite. En resterons-nous là? Le plus important reste notre pacte. Et c'est là que j'ai reçu la nouvelle qui a bien failli me faire perdre la tête. Je devais me rendre à Tilsit pour discuter avec Napoléon. Il fallait que ce soit moi qui rencontre cet être abject, surtout après avoir appris tout ce qu'il m'avait fait. Devais-je implorer sa clémence ou lui tenir tête?
J'avais pris sur moi. J'étais entourée d'hommes qui allaient me donner les bons conseils et qui n'attendaient qu'une chose, que je retourne l'adversaire. C'était l'épreuve la plus douloureuse de toute ma vie. Je suis honorée que vous vous soyez déplacé jusqu'ici. Ce lieu n'est pas à la hauteur de votre réputation. Mais vu l'ordre des choses... Quand il s'agit d'une jolie femme, un homme d'honneur pourrait bien croire que certains petits potins seraient tout à fait exacts. Et je regrette bien au contraire que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt que ça. C'est ce que je ressens également. J'ai l'impression que vous ne me connaissez pas à bien des égards. Qu'est-ce qui vous permet de le clamer haut et fort? On dit que vous me reprochez de m'occuper un peu trop de politique. Des rumeurs auxquelles je n'attache que peu de considération. J'aimerais parler franchement avec vous. Nous avons mené une guerre atroce contre vous. Vous êtes le vainqueur, mais souhaitez-vous abuser de votre victoire? Vous portez une robe magnifique, si vous me permettez un compliment, madame. Où l'avez-vous trouvée? À Breslau? Et est-ce que ce crêpe a été fabriqué dans vos ateliers? Vous voulez parler de mode? Mais de quoi pourrions-nous bien discuter? De vos conditions pour établir la paix. Vous n'en appelez pas à ma pitié, si je ne m'abuse, très cher. J'en appelle à votre âme. À votre humanité aussi. Vous avez devant vous une mère et une épouse. Je vous prie de tout cœur de bien vouloir éviter de tout prendre à mon époux, sire. Et d'accepter que mes enfants aient un avenir. J'aimerais savoir pourquoi vous m'avez contraint de réagir à chaque fois en recourant au pire. Et combien de fois vous ai-je offert la paix? Vous n'avez jamais pris en compte aucune de mes propositions pour le moins amicales. À cause de vos conditions. Mais je n'ai nulle envie de m'entretenir de politique avec vous. Je ne songe en fait qu'à mes enfants. Les condamnerez-vous au malheur? Ils ont pourtant une famille qui les aime et qu'ils aiment. Madame, vous n'allez pas oser insinuer que je cherche à détruire la Prusse. Du moins, je l'espère. Non. Seulement, c'est tout son avenir que vous détruirez en maintenant vos conditions. Nous devons payer des dommages. Oui, mais laissez-nous au moins nos anciennes provinces. Madame... Cela ne vous coûterait qu'un seul mot. Je vous assure qu'il n'est pas dans mes intentions de vouloir vous blesser. Je vais voir dans quelle mesure je ferai de la Prusse une... Tiens donc, monsieur votre époux. Dans ce cas, je ne vous retiendrai pas plus longtemps, madame. Majesté. Le Prussien est arrivé exactement quand il le fallait, mon cher ami. Une toute petite minute plus tard, et je cédais à tous les désirs de Sa Majesté la Reine. Les conditions de paix dépassaient nos prévisions les plus pessimistes. Napoléon divisa notre royaume et demanda des dommages de guerre qui nous ont ruinés. Les Français occupaient Berlin et nous avons dû regagner la Prusse orientale pour notre exil. Que nous restait-il encore? Il est possible que le pire ait un sens. Nous devons trouver notre voie en ces temps nouveaux. Et avec ce qu'il nous reste, à nous d'en tirer le meilleur. Mais que nous reste-t-il? Sans terre et sans aucun pouvoir, comment pourrais-je régner? Je préférerais encore abdiquer. Non,
Il nous faut de la patience et un peu d'aide. Ce sont ces temps nouveaux qui ont tout bouleversé. La France est si forte aujourd'hui parce que ses hommes sont libres et ses soldats croient en leur nouveau pays. Nous avons des gens formidables en Prusse. Il te suffit de les laisser faire. Dois-je me laisser conseiller par ceux qui n'ont aucun respect de leur monarque? Certains ne possèdent pas de bonnes manières, mais ils ont du bon sens et du cœur. Négocie maintenant. Je t'en prie. Il faudrait peut-être offrir à certains l'occasion de faire leurs preuves. Ça ne peut pas être pire. Oui. Je ne pouvais que l'encourager. La décision lui appartenait. Et c'est vraiment là que Frédéric Guillaume parvint à accorder sa confiance à des hommes tels que le baron von Stein et d'autres réformateurs qui voulaient un nouveau départ pour la Prusse. Les paysans ont obtenu plus de liberté. Dans les villages, les enfants devaient avoir de meilleures chances que leurs parents et allaient à l'école. Désormais, les artisans et les négociants pouvaient diriger leurs entreprises. Les sujets du royaume sont devenus des ressortissants qui croyaient en leur pays. Les villes devaient s'administrer seules à l'avenir. Et de l'armée prussienne devait naître un corps d'enfants du pays. Et finalement, Napoléon nous autorisa à regagner Berlin. Je reprenais enfin espoir pour mon pays et pour ma famille. Nous avons fêté mon 34e anniversaire dans la salle qui avait accueilli notre mariage. En ces temps-là, il était clair pour moi que la tristesse n'était d'aucun secours. Parce que celui qui se laisse envahir par elle entraîne sa propre chute. J'ai vécu avec l'espoir au cœur. Et j'ai pardonné à tous mes ennemis. Je dis bien à tous mes ennemis. Elle avait de beaux yeux. Et elle était très intelligente. Chez elle, l'âme et la raison s'harmonisaient. Au début, je croyais qu'elle se mêlait beaucoup trop de politique. Alors qu'en fait, elle ne le faisait pas assez. Notre conversation a été extraordinaire. Je dois reconnaître que malgré tous mes efforts, elle menait les débats ce jour-là. Et au lieu de lui retirer sa couronne, on serait bien plus tenté d'en déposer une à ses pieds.